Cette semaine, nous allons parler de parentalité. Nous recevons Maud Lurel, plus connue sur le monde de Poupous. Maud, bonsoir. Bonsoir Guéric. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très heureux de te recevoir. Le moins d'être là. On va parler d'un sujet qui nous touche tous, moi également. On démarre toujours forcément par une petite présentation. Et du coup, c'est à toi. Qui es-tu? Qui suis-je? Alors, y répondre en quelques mots. Alors, je suis Maud Lurel, cadette d'une fratrie de 3 enfants. J'ai grandi, alors j'aime dire que j'ai eu une enfance campagnarde, j'ai grandi à la campagne. Je suis une passionnée de fleurs, de gros cas, d'anges, de spiritualité de façon générale. Je pourrais dire encore beaucoup, et je suis maman. Ça compte aussi beaucoup dans mon identité. Maman de combien d'enfants? De 2 enfants. Un garçon de 17 ans et une petite fille de 3 ans. Ok. Et donc, tu sais, on pose forcément la question de la présentation. Et j'aime aussi savoir, donc, une fratrie, vous êtes 3. Comment était ton enfance? Comment était-elle? Heureuse. Comment était... Alors, je commence par quelle partie, en fait, de... Là, tu as champ libre. J'ai champ libre. On a le temps. Mon enfance a démarré à Vieux-Bourg-Abîme. Je suis née à Pointe-à-Pitre. J'ai, jusqu'à mes 2 ou 3 ans, c'est le souvenir est un peu lointain, habité à Vieux-Bourg-Abîme. Ensuite, on a déménagé à la campagne pour aller vivre à Sainte-Rose. Mes parents, ma sœur et moi. Ensuite, on a accueilli le dernier de ma fratrie, mon frère. J'ai eu une enfance comblée, gâtée. Je pense avoir été privilégiée, mais pas... Alors, je ne parle pas de matériel parce que certes, je viens d'une... J'ai eu des parents qui ont vraiment toujours pourvu à nos besoins, mais j'ai reçu aussi beaucoup, beaucoup d'amour. Okay, voilà mon enfance. C'est important de le préciser. En plus, on parle de parentalité. Est-ce que toi, parce qu'aujourd'hui c'est ton expertise, et j'en te connais surtout pour ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours plu? Est-ce que tu savais dès le départ que c'est ce vers quoi tu allais te diriger, ou alors pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'ai découvert depuis que je me suis professionnalisée que je le faisais déjà dans ma sphère privée. Et pour la petite histoire, je m'oriente vers cette activité poussée par ma sœur. D'accord. Parce que j'étais en pleine reconversion professionnelle et je lui présentais mes différents projets. On parlait, on discute beaucoup. Et au bout d'un moment, elle me dit, tu sais quoi, ça fait un moment, je t'écoute. Tes projets, ils sont super, Poupou, super, mais tu me fatigues. Tu vois pas les évidences? J'ai dit, mais c'est quoi l'évidence? Elle me dit, mais c'est les enfants. Il y a quelque chose de fluide entre les enfants et toi. Il y a un courant, il y a quelque chose qui passe. Et je tombe des nues. Je me dis, mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Et au début, d'ailleurs, ça n'est pas, je m'oriente vers seulement la partie ludique de l'enfance. Donc, je commence mon projet avec surtout des activités, comment occuper les enfants, comment... Et je découvre au fil de l'eau que je suis de plus en plus attirée par des formations pour conseiller les parents, pour accompagner les enfants, pour les élever en réussissant à concilier bienveillance et fermeté. Et ça migre petit à petit. Et j'en suis là aujourd'hui, mais non, c'était pas écrit. En tout cas, c'était pas une évidence. Pour moi, c'était pas une évidence. Donc forcément, j'entends reconversion professionnelle. Au début, tu te dirigeais vers quoi? Et est-ce que surtout ça a été évident de switcher? Alors, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. À l'issue de mon école de commerce, j'ai travaillé 2 ans à la banque. Ensuite, j'ai rejoint l'entreprise familiale. J'ai dirigé pendant plusieurs années un atelier d'agrotransformation et un abattoir porcin. J'ai ensuite dirigé une société d'équarrissage. L'équarrissage, c'est une activité pour la transformation des sous-produits animaux. Ok. Ça va être technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, j'ai été décoratrice florale. Tu nous disais aimer les plantes. Voilà, donc c'est... Et ensuite, j'ai fini par être aujourd'hui là où le monde de Poupous, je ne sais pas si c'est fini.
Et pour répondre à ta question, est-ce que ça a été facile? Au début, non. Au début, tu allais me demander pourquoi? J'allais te dire, est-ce que ça n'a pas été, quand tu dis que ça n'a pas été facile, est-ce que c'était pour toi ou peut-être aussi pour l'entourage? Pour moi. Le point de départ, c'était pour moi, mais par rapport... et d'ailleurs, quand j'ai commencé cette nouvelle activité, j'en parle, je fais partie des personnes qui, pendant un moment, regardaient les autres changer de carrière en se disant, mais il ou elle ne sait pas ce qu'il veut. Mais pourquoi autant changer? On est dans une société où on a tendance à penser que c'est signe de stabilité. Et avant, nos parents faisaient leur carrière dans une même boîte, dans une même entreprise. Alors moi, j'ai la chance d'avoir quand même eu des parents qui m'ont toujours dit « vas-y », mais je n'étais pas, moi, à l'aise avec ça. Je me posais des questions et je n'arrivais pas à laisser s'épanouir les différentes modes. Parce que tout ce dont je parle pour mon parcours professionnel, c'est simplement que j'ai réussi certaines fois à franchir des caps qui me permettaient d'assumer cette mode-là aussi. Et ça n'a pas tout le temps été facile. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus parce que ça contribue à mon épanouissement. Mais avec ma famille, ça n'a jamais été... J'ai la chance d'avoir des parents qui me disent « c'est ce que tu veux, c'est ce en quoi tu crois, vas-y ». Il n'y a qu'une chose qui paye, c'est le travail, en revanche. Mais si c'est ce que tu veux, vas-y. Mais moi, je n'étais pas alignée avec ça. Et à quel moment tu as eu les verrous ont sauté? J'entends ce que tu me dis et je suis totalement d'accord avec toi. On était dans une société où avant tu voulais faire comptable, peu importe, je dis comptable, je sais pas moi, prof, tout semblait être tracé. Et même j'ai ce souvenir que quand tu vas devant un employeur et que sur un CV on voit que tu as fait ça mais tu as fait quelque chose qui n'a rien à voir, ou tu as changé t'es passé de langue à maths ou je sais pas quoi, tu paraissais comme quelqu'un effectivement d'instable. Sauf que de plus en plus, je dirais depuis 4-5 ans, moi j'ai l'impression que c'est la norme de changer. Même quand tu restes dans une boîte, j'ai travaillé chez Orange, et les gens ne restaient pas 3-4 ans sur le même poste. Ils passaient du marketing à la communication, au commerce, et c'était comme ça. Et en fait, limite aujourd'hui, j'ai cette impression que plus tu as fait de choses, plus tu as emmagasiné finalement des connaissances, et plus finalement c'est un plus. Contrairement à avant où ma mère, t'as fait 30 ans dans une boîte, et si tu avais fait autre chose, là tout de suite tu sortais du cadre. Comment toi tu vois cette évolution? On est actuellement dans une société où tous les fameux cadres sont en train de sauter. On voit bien alors, j'ai pas envie de lancer certains sujets polémiques, mais on voit ne serait-ce que par rapport à la notion de genre, on a décidé de ne plus inculquer à nos enfants. On cherche à faire sauter certains cadres. Il y a des courants qui s'expriment de plus en plus. Il y a plein de choses qui font... C'est comme si certaines personnes avaient un ras-le-bol de la norme. Il y a une espèce d'anticonformisme qui n'est pas bon à prendre sur tous les points, hein, parce qu'après, rien n'est bon en excès, ça dépend des différents courants de pensée, mais les verrous sautent parce que je crois qu'on a constaté aussi je pense qu'on est dans une société malade. Et tout ce qui convenait sans doute pendant un moment, mais c'est ce qu'on pensait qui convenait. Tout ce qu'on a dit qu'il fallait faire, ou qui était bon, qui était jugé comme moral, acceptable, l'est de moins en moins. Et il y a cette espèce de libération de la pensée et d'affirmation, selon moi. Hein. C'est vraiment ça n'est que mon point de vue, qui fait que les gens auront moins de mal à se dire, tu sais quoi, bon, c'est pas grave. Parce que la vérité, c'est que plein de gens restent dans certaines situations, pas pour eux, pour le regard de l'autre. C'est vrai. Le qu'en dira-t-on? La peur du jugement, enfin, cette espèce de carcan de prison qui te convient pas, qui est le carcan de l'autre qui lui convient sans doute, mais qui ne te convient pas, mais comme c'est quelqu'un que j'aime, comme c'est une personne pour laquelle, dont l'approbation, la validation importe, je vais continuer. Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive à dissocier ça. Même si tu n'as pas validé mes choix, je pense que tu vas quand même continuer à m'aimer. Même si je ne valide pas les tiens, ne pas être d'accord avec ce que tu fais, ça ne veut pas dire que tu es un loser ou que je ne t'aime plus. Et je crois que ça tient aussi beaucoup à ça.
Si on ramène ça, si on revient donc au monde de Poupous, une fois que tu identifies donc ce choix ou cette envie que tu as d'accompagner, comment tu mets les choses en place et comment tu arrives finalement à te lancer sur les réseaux sociaux? Alors, Grande question. Oui. Parce que comment je mets les choses en place sur le coup, je pars voir ma sœur qui est installée au Canada. On avait déjà parlé du projet, mais enfin, je tremble comme une feuille. Je me dis, dans quoi encore je vais me lancer? C'est pas... Enfin, bon. Et elle arrive, on en discute, on échange beaucoup. Elle me dit, bon, ben si tu es sûr que c'est ce que tu voudrais, ou de toute façon, tu n'as rien à perdre, Poupous. Au pire, ça ne fonctionne pas et tu essaieras autre chose. Et là, déjà, je commence un peu à dédramatiser, c'est vrai, Maud. Et si tu n'essaies pas, tu n'y vas pas. Et elle me dit, donc j'avais une page déjà, Le Monde de Poupous, sur lequel je montrais des fleurs et des compositions florales. C'était à l'origine ça. Et sur laquelle je parlais également d'anges. Et elle arrive un matin et elle me dit, ben, il faut que tu supprimes toutes tes publications, hein, puisque tu vas changer d'activité. Tu vas changer. Et là, mais dans ma tête, tout explose. Je me dis, qu'est-ce que je viens de me dire? J'ai fait, enfin, c'est pas... Parce que déjà, être sur les réseaux, c'était compliqué pour moi. Et je lui dis, non, mais pourquoi tu veux que je supprime? Elle me dit, mais il est où? Tu veux apprendre aux enfants et aux parents à faire des fleurs ou tu veux juste être... parce que c'était pas encore de l'accompagnement parental. Tu veux juste te consacrer au bien-être des enfants. C'est les enfants. Elle me dit, il faut supprimer. Donc, je supprime. Ensuite, elle me dit, et ben, d'ici demain ou après-demain, ma soeur, pour la petite histoire, est Manicette coach et accompagne, en fait, beaucoup de gens dans des transitions comme celle que j'ai que tu as effectuée. Elle m'a dit, donc, il faudra que d'ici demain, tu aies rédigé, je sais plus, je crois que c'était entre 9 et 12 posts. Ah oui, Dieu t'es allée dans le... Oui. Pour elle, c'est normal, en fait, puisque c'est ce qu'elle fait. Et je lui dis, quoi? Elle m'a dit oui, parce qu'en fait, tu vas commencer à publier. Il faut que, quand on arrive sur ta page, ce soit propre, que ce soit professionnel, que ton message soit clair. Et c'est comme ça qu'au tout début, j'ai mes premières publications et je découvre, à ma grande stupeur, que je sais écrire et que j'aime ça. Et je commence, parce qu'à l'époque, alors je dis à l'époque, c'était pas si loin que ça. J'allais te demander justement, on est en quelle année là à peu près? Post-Covid? Post-Covid, c'est novembre 2021. Donc c'est très récent. Mais à ce moment-là, ce sont surtout les posts écrits qui fonctionnent. Il n'y a pas encore de vidéos, il n'y a pas tout ça. Donc j'écris. Et je découvre que j'ai 1000 choses à dire. J'écris. Et j'écris, je ne poste que le nombre qu'elle me demande de faire pour avoir une page. Et tu t'arrêtes là? Non. Je compte, mais j'écris toujours. Et je me retrouve avec en réserve des posts et des posts et des posts. Ensuite, quand je reviens en Guadeloupe, je me dis, bon, mais tout ça, c'est... Et puis, je suis affolée sur le coup, parce que je découvre que ça va vite, ça va presque trop vite, en fait, pour moi. Quand je vois que je commence à gagner des abonnés, quand je vois, enfin... Il y a une espèce de spirale qui démarre que je ne comprends pas bien. Et d'ailleurs, pour répondre à ta question, pour comment on en arrive, parce que ça commence je fais des vidéos avec ma fille sur certaines des réactions que j'ai. Je donnais des conseils, mais comme ça. Et je commence à avoir de plus en plus de demandes de parents qui me disent, moi, voilà ce à quoi je suis confrontée. Comment est-ce que je peux faire? Voilà ce qui m'arrive, comment? Et c'est comme ça que et je découvre que ça aussi, j'aime ça. Il y a quelque chose de... Parce qu'être parent, c'est difficile. On fait croire aux hommes et aux femmes que il y a l'instinct maternel et la parentalité, c'est inné. Et puis, tu voulais un enfant, tu vas l'assumer. Mais enfin, on a eu des enfants avant toi, on n'est pas mort. Mais c'est difficile. Et pouvoir apporter ça à certaines personnes. Et c'est très difficile également de dire, j'ai besoin d'aide. Je n'y arrive pas. Plus de 50% des mamans sont en épuisement maternel. Et on parle des mamans, ça, ce sont les chiffres connus. Et on ne parle pas des papas. Parce qu'il y a aussi des papas en épuisement paternel. Qu'est-ce qu'un épuisement?
maternelle ou paternelle finalement? Et à quoi toi peut-être, si c'est le cas, tu réussis à l'identifier? Ça se manifeste d'abord, c'est une dépression parce que la charge, en très résumé et en très Mhm. synthétisé, parce que la charge mentale est tellement forte, il y a le poids de la culpabilité, il y a la fatigue physique. Avoir un enfant, surtout les premières années, c'est épuisant. Il y a des enfants qui vont faire leur nuit tout de suite, voire à la maternité, et il y en a qui, à 5 ans, ne les font toujours pas. Mhm. Mais dans le même temps, le parent continue à travailler. C'est ça. Il doit s'occuper de son enfant, il doit lui apporter de l'amour, parce que il doit être parent, mais il a aussi sa vie, et c'est... Donc, comment j'identifie ça? Les premiers signes, c'est ça, il n'y Une a certaine plus l'homme fatigue. ou la femme, il n'y a plus que le parent. Mais il n'y a plus que le parent énervé, désespéré, découragé. Et donc, du coup, tu lances la machine, Mhm. tu te découvres une passion finalement pour l'écriture. Et là, ça démarre. Donc, tu vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en détresse, entre guillemets, ou si c'est pas de la détresse, Oui, qui sont mais intéressées par le sujet. Donc, tu mets les choses en place. Mais en un court laps de temps, tu as eu énormément de visibilité. J'ai envie de te dire comment on gère l'exposition, que ce soit pour toi-même, pour tes enfants. C'est qui le plus grand? c'est Guillaume. Donc, c'est ton fils. Oui. Ta fille, pour avoir regardé des vidéos, j'avais l'impression que elle était déjà totalement à l'aise avec ça, mais que limite, c'était... elle connaissait, j'ai envie de dire, presque son script. Et Il que n'y a pas quand de j'ai vu le script, hein, jeu, Pierrick. je me suis dit, Je filme le quotidien. Ce qu'on voit, ce sont des instants volés du quotidien. Il y a des fois où je pose simplement mon téléphone et puis on vit. Et j'ai tous ces petits moments-là, mais qui sont également alors, Victoria est pétillante. Elle a des réactions très surprenantes, mais il n'y a pas... Enfin, elle a 3 ans et on a commencé, elle avait donc 1 an. Mais c'est tous ces instants, sauf quand on interagit vraiment, je lui pose une question, il n'y a pas de script. Ce sont des bouts de quotidien. Et tu verras, si tu regardes mes stories ou certaines vidéos que j'ai avec elle, la qualité est nulle. Le truc, sauf quand ce sont des montages, moi, où je fais seule, je veux dénoncer un sujet, je veux aborder un sujet. Mais en fait, c'est parce que j'avais juste un téléphone posé là et il y a eu le petit truc qui s'est passé. moi j'ai trouvé, aujourd'hui je suis tombé sur la vidéo où je crois que tu mettais l'accent sur les émotions. Ouais. Ça te parle peut-être pas, je vais Faut que détailler. tu m'en dises plus. Tu lui disais en fait que tu fasses une bêtise, maman t'aime, que tu ne fasses pas de bêtises, maman t'aime, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé la vidéo très touchante. Et je me suis dit, c'est une vérité, effectivement, où on se rend peut-être pas compte, mais les enfants, quand on leur passe un coup de gueule, ou chacun appelle ça comme il veut, peut-être qu'effectivement, ils ont ce doute de se dire, mais est-ce que mon parent, il m'aime finalement? Tu vois ça? Alors, mais je me suis pas posé cette question étant petite, mais étant parent, je suis confrontée à certaines choses. Et cet échange, je l'ai avec ma fille parce qu'elle vient de faire une bêtise. Je la gronde et elle me dit, tu ne m'aimes plus. Mais je prends une claque, je me dis, waouh! Ouais. Parce que je veux encore passer quelques savons à ma fille. Je vais encore la gronder. Et si chaque fois que je la reprends, que je lui parle, que je lui dis ça me va pas, ça. En fait, elle, ce qu'elle reçoit comme message, c'est maman ne m'aime plus parce que je n'ai pas eu, je suis sortie, je n'ai pas respecté une règle qu'elle avait donnée ou que c'est pas bon. Il faut que je lui dise, chérie, quel que soit, enfin, je t'aime quoi qu'il arrive. Et ça, je le lui dis. Et du coup, c'est vraiment quelque chose parce que il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent par la répétition. Et je dis souvent ça à certains parents que j'accompagne qui me disent oui, mais ça fait 4 fois que je lui dis ça, il comprend pas. Mais un sportif de haut niveau en est là parce que tous les jours, il va reproduire les mêmes gestes.
les mêmes pour s'améliorer, pour mieux maîtriser, pour comprendre. Et quel que soit le domaine, tu deviens un expert à partir du moment où tu t'entraînes. Et un enfant, on est exigeant. Le cerveau arrive à maturité à 28 ans. Et on espère qu'en disant 10 fois certaines choses à un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, il intègre. Nous, en tant qu'adultes, il y a des choses qu'on n'aura jamais intégrées. Et alors, mettre des mots, il y a des choses, elle ne va pas tout intégrer, ma fille. Ce n'est pas l'intérêt, mon fils non plus. Mais pouvoir leur répéter que... pouvoir faire comprendre aux parents que l'un des principes de base, c'est la répétition. C'est comme quand tu changes une couche quand ils sont petits, quand ils n'ont pas encore acquis la propreté. Oui, désolé pour l'expression, ça t'emmerde de changer une couche, mais tu vas répéter le geste des milliers de fois. C'est sûr. Et pour, là, ces fameuses phrases qui font du bien. Combien de gens grandissent en pensant que leurs parents ne les aimaient pas? Pas vrai. Mais alors, ma question, c'est... Je vois où tu veux en venir. Et effectivement, les parents nous aimaient, mais est-ce que déjà même, j'allais y venir, l'évolution de l'éducation, est-ce que nos parents, est-ce que les tiens, par exemple, à l'époque, ils avaient cette facilité que nous, on a à dire à nos enfants « je t'aime ». Moi, j'ai un papa, il dit « je t'aime » à tout va, qui nous a toujours dit « je t'aime ». Je pense que c'est également une grâce qu'on a eue, parce que je sais que tous les enfants n'ont pas eu ça. Qui est, mon papa est démonstratif par la parole et par les actes. Donc, il va enlacer aussi. Ma maman, c'est un tempérament bien plus modéré. Elle va pas beaucoup parler, elle va nous faire des câlins. Elle est moins dans la démonstration. Mais elle a su nous dire qu'elle nous aimait. Et ça, et pourtant, ça n'aura pas empêché que certaines fois, je me dise, waouh, là, peut-être que l'amour qu'ils ont pour moi va en prendre un coup, quoi. Mm-hmm. Alors, je me dis, si nos parents n'ont pas été élevés comme ça, alors ça dépend des familles, et mon père n'a pas eu tout ça. Alors, lui, il n'a vraiment pas eu tout ça. Les je t'aime, les ceci, les cela, non. Allez, c'est une enfance difficile, une très grande fratrie, des conditions de vie compliquées. On n'avait pas le temps pour tout ça. Ma maman n'a pas eu la même enfance. Bon, ils ont réussi à trouver un équilibre et une harmonie en dépit de ces deux histoires et de ces deux milieux très différents. Mais je pense, si mes parents l'ont fait avec moi, c'était peut-être pas la majorité, mais je pense qu'il y a eu des enfants des parents, de la génération de nos parents qui le faisaient déjà. Mais aujourd'hui, notre prise de conscience, c'est que au début de notre échange, je te disais qu'on est dans une société malade. Mais l'une des raisons de notre société malade, c'est ça. C'est le fait qu'on ait fait taire pendant un moment les sentiments. J'ai pas besoin de te dire que je t'aime, tu sais que je t'aime. Mais c'est comme l'eau qui permet, et la lumière qui permettent à une plante de pousser. L'être humain a besoin de ça pour se nourrir, pour grandir, pour aller bien. Parce que ce qui te permet de traverser les tempêtes, c'est de savoir que tu es aimé, tu n'es pas seul au monde. Et ça, c'est capital. Alors, les parents changent. Il y en a qui ne sont pas prêts. Il y en a qui disent conneries de bienveillance, en pas mort, ils font moins coup, en là. Mais à quel prix? Après, au prix de quelle blessure? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que dire à son enfant, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est comme présenter des excuses à son enfant. C'est quelque chose, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas générationnel. Mon père aussi est quelqu'un qui a toujours su dire là. Je te présente mes excuses, j'ai déconné. Donc, je suis consciente, c'est peut-être tout ça aussi qui remonte et que j'aurais aimé que d'autres familles aient. Je ne dis pas que tout a été parfait, mais je sais à quel point ça compte. Et cette évolution-là, elle n'est pas... Méfie-toi, il y a des gens... Alors, je ne sais pas quel âge tu as, mais... 31. 31 ans, moi j'en ai 42. Et il y a des gens de mon âge qui estiment que ça, c'est des conneries. Bon, on va pas non plus s'en faire des mauviettes. Et enfin, la vie, c'est... Il faut être armé, hein. Mais on est toujours mieux armé quand on a reçu de l'amour. Je suis d'accord avec toi et ça me concerne parce que je pense, je t'ai dit 31, le premier « je t'aime » de ma mère, c'était à 28.
Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas reçu. C'était son excuse. Ça a été dur. Donc, elle-même, j'ai senti que quand je suis arrivé, mais pourquoi tu ne le dis pas? Elle m'a dit, mais moi, j'ai pas connu ça. Ta grand-mère ne me le disait pas. Elle a perdu sa mère très tôt. Elle était orpheline. Elle a grandi dans une famille. Tu vois, donc il y a plein de choses qui sont remontées. Et on reproduit les choses par mimétisme. Oui. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est que tout cet accompagnement, c'est ce que finalement, tu donnes à ceux qui acceptent de te suivre. Comment ça se passe, le processus? Comment tu accompagnes finalement les parents? Les coachings privés? Quels sont les services finalement que tu proposes? Les coachings privés, je les pousse plus pour une simple et unique raison. Les gens ont du mal à parler devant d'autres personnes des difficultés, de certaines difficultés du quotidien. Il y a la peur du jugement. Donc, ce sont des rencontres normalement de 45 minutes, mais qui durent... Plus qui durent rarement 45 minutes. En fait, la personne vient avec sa problématique. Il y a des parents qui vont arriver et qui vont dire je ne sais plus comment faire, mon enfant casse tout dans la maison, j'ai beau lui dire d'arrêter, ça... Ou mon enfant ne me respecte pas, c'est des ta gueule par-ci, des ta gueule par-là. J'ai des parents qui vont avoir des problèmes de couple à cause de visions différentes de l'éducation et des principes éducatifs, au moins de la colonne vertébrale, parce qu'on n'est jamais d'accord sur tout. C'est pas vrai. Mais on peut se mettre d'accord sur les grandes lignes, et puis en coulisses, on va parler des petites lignes. Il y a toutes ces choses-là, donc elles viennent, on définit ensemble l'objectif. Qu'est-ce que tu veux régler? Tu viens me voir, pourquoi? Et souvent, très souvent, le problème apparent ou le problème annoncé est rarement le vrai problème, est rarement le nœud. Et au fil des rencontres, on avance. On se voit tous les 15 jours parce que c'est pas non plus du jour au lendemain. C'est un acte fort de venir dire à quelqu'un, moi j'ai besoin d'aide avec mon enfant. Besoin d'aide parce que c'est censé être évident. C'est ce qu'on essaie de faire croire aux gens, ce qui n'est pas vrai. Ensuite, dans ce que je leur demande de faire, il leur faut du temps. Il faut qu'elles digèrent la pilule, il faut qu'elles digèrent ce qu'elles ont réussi à réaliser au cours de nos rencontres. Faut elles reviennent 15 jours après pour qu'on fasse le point, pour qu'on fasse le bilan, pour savoir si ce qu'on a commencé à mettre en place a fonctionné, si on continue, si on approfondit. Et certaines, à la fin, on est sur des sujets totalement différents de celui. Ce pourquoi ils sont venus au départ. Et tu dirais que c'est quoi le meilleur moment finalement pour venir en consultation avec toi? Est-ce que c'est avant accouchement ou est-ce que c'est après? C'est après. J'ai souri parce que j'ai de plus en plus cette demande. Est-ce que si je suis enceinte, est-ce que je peux venir? Pour se préparer, entre guillemets. Oui, mais... Alors, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faudrait qu'on dise aussi aux parents avant l'arrivée d'un enfant. Parce que parfois aussi, on n'a pas l'entourage qu'il faut pour nous dire des choses toutes bêtes. On te dit, ouais, la vie, oh, magnifique, ça fait 15 ans que j'attends mon enfant, ouais, magnifique. Mais en fait, quand tu rentres à la maison, il y a des moments moins magnifiques. Ne serait-ce que d'avoir été prévenu, de parler aux femmes des tranchées qu'elles peuvent avoir, enfin, certaines douleurs qui sont proches de la contraction alors qu'elles ont déjà accouché, parler des crevasses, parler des seins béton, parler au papa du fait de prendre sa place aussi et de ne pas se dire, c'est le rôle. Plein de toutes petites choses, mais qui deviennent énormes au bout d'un moment. Ça, ce serait bien qu'on puisse sensibiliser, en parler. Mais après, venir pour me dire, j'ai besoin d'aide, mais en fait, tu as besoin d'aide pourquoi? Tu as besoin d'aide parce que tu as peur. C'est ça, finalement. Mais oui. Parce que ça aussi, ça fait peur. Mais on va juste... on va être dans la projection. On va peut-être même, sans doute, avoir certaines peurs relatives à notre histoire, notre enfance, l'éducation qu'on a reçue, ce qu'on ne veut pas reproduire, mais on n'est pas encore dedans. Et comment ça se passe pour les papas? Tu sais, on en parlait justement avant. Comment tu vois maintenant la place des papas dans la société actuelle? Ils sont vraiment impliqués. Alors, c'est très particulier parce qu'on vit dans une société monoparentale.
en grande majorité, plus de 70% de nos familles ici. Mais j'ai de plus en plus de papas qui posent des questions, qui viennent avec leurs épouses, avec les mamans, pour résumer, parce que bon, c'est une question de... Il y a différents formats, et qui s'intéressent à ça. Ça n'est pas, il y a de moins en moins, et ils le disent. J'ai des papas qui m'écrivent pour me dire, oui, moi j'adore ce que je découvre sur votre page, mais je me reconnais pas, vous parlez maman. Mais bon, il me fallait un tunnel d'entrée. Mhm. Il fallait que je puisse... Mais ils se posent, pas tous, mais c'est comme si on se disait que toutes les mamans veulent être bienveillantes. Et ça encore, ce sont des cases. Mais les papas, pour répondre à ta question, sont de plus en plus impliqués, intéressés. Ils ont envie d'être... Ça ne se cantonne pas au rôle de géniteur. Pour ceux qui viennent, mais de toute façon, on n'atterrit pas, on finit pas sur une page comme celle-là et par poser des questions si on n'a pas envie de faire de son mieux, du mieux possible. Donc finalement, ils viennent en consultation accompagnés, femmes, compagnes, peu importe. Parce que finalement, ils sont plus intéressés, peut-être qu'auparavant, Peut-être. à ce qu'est la paternité finalement. Parce qu'on n'apprend pas, en fait, on n'apprend pas dans les bouquins qu'est-ce qu'être un bon père. Non. Si on devait le définir ensemble, Waouh! c'est quoi être un bon papa? On m'a posé la question dernièrement. Et moi, ma réponse, qui sera peut-être différente de la tienne, c'était que pour moi, déjà, être un bon papa, c'est être un papa présent. Et quand j'entends présent, pas juste physiquement, puisque ça, il y en a quand même qui ont toujours été présents, mais même dans l'éducation. On part finalement à l'éducation, puisqu'il y a eu beaucoup de papas qui étaient présents, mais par contre, c'était juste la personne où, quand tu avais quelque chose à demander, on te disait, va demander à ton père, et c'était celui qui te disait non. Donc ce rôle un peu dur du papa à l'ancienne. Qui n'a fait que figure d'autorité. C'est ça. Ou bien j'appelle ton père, tu vois. J'aurais pas dit mieux parce que pour moi, c'est ça, au-delà du bon papa, c'est le bon parent. C'est être présent. C'est réussir à trouver et être un bon papa. C'est pas ne plus être celui qui va gronder ou qui va... Mais que ça lui soit pas réservé à lui uniquement. Mm-hmm. Il n'est pas le méchant de la place. Et la maman ne devient pas là. C'est trouver l'équilibre et être impliqué. Réussir à... Tout le monde n'arrive pas à dire je suis là pour toi et je t'aime, mais au moins le montrer. Au moins avoir certaines interactions. C'est être présent, mais pas seulement pour les notes, mais c'est pas que pour le papa. C'est les deux parents. Et je vais te dire quelque chose, Guéric, la vérité, c'est que je crois que c'est pas nous qui pouvons réussir à dire si on est un bon parent. On essaie de faire bien, on essaie de faire de son mieux, mais est-ce que quelque part, on a un positionnement par rapport à ce que nous, on aurait voulu avoir en tant qu'enfant? Et est-ce que c'est pas l'enfant qui, un jour, a posteriori, peut dire ben ouais, tu es un bon papa ou tu es une bonne maman? C'est pas... C'est compliqué. Si je devais résumer être un bon parent, c'est donne de l'amour à ton enfant, sois présent. Ou bien fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Je crois que la plupart... Oui, j'adore. Oui, fais de ton mieux. Parce que c'est vrai, tu sais, on parle d'être présent, mais si ça se trouve, tu peux être présent pour l'éducation, mais peut-être qu'il dira que tu n'as pas été un bon père ou une bonne mère. C'est ça. C'est pas nous, finalement, qui choisissons. Je te rejoins. Mais non, sur ça. C'est parce que... Il y a des parents qui tombent des nues quand ils ont certaines mises au point avec leurs enfants adultes. Et ils sont persuadés qu'enfin, le truc, il était au top. Et tu as ton enfant qui arrive et qui te dit, oui, mais tu m'as pas donné ci, tu m'as pas donné ça, tu n'étais pas présent à tel moment, tu as raté 2 spectacles de fin d'année, enfin, des choses, parce que chacun a sa sensibilité. Mais qui dit que mon garçon jugera que je suis une bonne maman sur les mêmes critères que ma fille? Et toi, tu en as 2. Et on parlait de fratrie, c'est tout à l'heure, donc on en discutait. Vous êtes 3. Et chaque enfant a une éducation, j'ai envie de dire, qui est différente.
où le parent évolue avec le premier, le deuxième, le troisième, l'enfant du milieu, ma mère demanderait comment, quand on est l'enfant du milieu, on fait pour trouver sa place. Tu souris parce que on en discutait. Alors, oui, mais est-ce que tu peux me permettre de rebondir sur une chose? Bien sûr. Il y a là, sur sans ce toi, point-là, dans cette émission, on est entre nous. Là, tu viens d'aborder quelque chose qui, pour moi, ça fait un bon parent. Ne pas faire de différence entre enfants. Ne pas faire de comparaison. Ne pas accorder un traitement privilégié à un au détriment d'un autre. Tu vas toujours agir différemment avec tes enfants parce que chaque enfant est différent. Et ce qui a fonctionné avec l'enfant 1 ne va pas fonctionner avec l'enfant 2 et l'enfant 10. Parfois, quand on a 10 enfants, il y a 10 façons de faire différentes. Mais ça, ne pas comparer, ne pas rabaisser par rapport à l'autre, ne pas systématiquement instaurer de la rivalité entre enfants. Ça, c'est déterminant. Mais c'est dur parce que là, on en parle comme ça, mais quand on a un premier et c'est un crack, bon à l'école, sage, tout ce qui s'ensuit, et t'as le deuxième, inconsciemment, on fait des comparaisons. Et bête. Ouais, mais si ta grande sœur ou ton grand frère, il est plus sage, toi t'es pas sage, tu es ça, si tu es cela, sans s'en rendre compte. Et peut-être que ça fait des carences déjà chez l'enfant à ce moment-là. Ça instaure de la rivalité entre frères et sœurs. Ça nuit à l'estime que l'enfant nourrit de lui-même. Parce qu'en fait, comme il est différent de l'autre, qui est tout le temps cité un exemple, on me prend pour un nul. Celui qui est cité un exemple n'a pas envie forcément d'être cité un exemple et d'être regardé de travers par l'autre. Parce qu'il y a aussi la relation. Il y a la relation parent-enfant, mais il y a la relation dans la fratrie. Tout le monde l'a fait. Ou en tout cas, la grande majorité. Mais ce qui compte, c'est de ne rien modifier quand on en a conscience. Ça arrive. Ben oui, mais oh là là, c'était facile avec ta sœur. Oh, mais si tu pouvais être comme ton frère, des petits trucs... Mais au quotidien, en plus. Au quotidien. Mais aussi bien pour le frère ou la sœur qui cite un exemple, qui est un peu plus loin dans la cuisine ou qui est dans sa chambre, qui entend ça, qui se dit, putain, voilà. Et ce soir, ça va être encore la galère avec mon frère ou ma sœur, parce que papa, au moment... parce que l'autre enfant va arriver avec sa bouche de 3 mètres de long. L'enfant qui dit ça se dit, mais pourquoi tu regardes que là? On a tendance à faire ça, mais en fait, OK, sur ce point-là, ça va pas. Il y a d'autres points qui vont. Et il y a d'autres choses qui sont bonnes que l'autre n'aura pas. Mais passer son temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais c'est pas la même chose quand tu dis à un enfant, tu sais, ton frère ou ta sœur avait certaines facilités en maths. Peut-être que si lui t'explique, ce sera plus facile pour toi. Que, tu es nul, hein. Ton frère, c'est le fond. Non, parce que le fond, c'est pas censé être nul. Mais la forme fait toute la différence. Et si tu demandais à ta sœur de t'aider, la sœur peut refuser, ou le frère peut refuser, ou l'enfant même. Mais il ne sera pas tout le temps, il ne sera pas dans un climat de compétition. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Mais en revanche, quand on a conscience de l'impact que ça peut avoir, on peut essayer de modifier. Et pour en revenir, j'ai tellement parlé que j'ai oublié ta question sur la fratrie. On parlait de l'enfant du milieu, le cadet. Comment fait-il pour trouver sa place? Ça dépend du schéma familial. Alors, oui, ça dépend du schéma familial. Déjà, entre frères et sœurs, c'est une position. Il paraît que c'est la position la plus compliquée d'une fratrie. Parce qu'on est entre plusieurs enfants, on a une position centrale. Donc, généralement, on dit que l'enfant du milieu joue des coudes pour se faire sa place. Parce que l'aîné, c'est le premier né, voilà. Et le dernier, c'est le dernier. Il y a ces espèces de places dans la fratrie. Donc, mais là, c'est au sein de la fratrie même, généralement, il joue des coudes pour se faire sa place parce que, il est au milieu. Mais c'est comme quand on est assis dans un avion, on est entre deux personnes, c'est parfois moins à l'aise, enfin moins confortable que ceux qui sont aux extrémités. Et tu es la personne qui fait le raccord entre les deux. La liaison, je trouve. Mais là encore, je parle de ton expérience à toi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai pas vécu... Avec mes parents, j'ai pas eu le sentiment que
J'étais moins parce qu'au milieu, ou eux plus parce qu'ils étaient aux extrémités. Mais, et puis ça me plaît bien de penser ça que je suis. Mais la Le liaison, noyau, l'élément j'aime bien ça. qui rattache les deux. Oui. Ok. Et tu sais, là, c'est bien, on a balayé pas mal de choses sur son activité. Et avant que je te pose les deux questions classiques qu'on pose à tout le monde, est-ce que le monde de Poupousse, ce qu'il est devenu, l'accompagnement, a rendu ton accompagnement avec tes enfants beaucoup plus simple? Oui. Beaucoup plus simple, mais avec beaucoup plus d'interrogations. Parce que plus tu te formes, plus tu fais l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences, et plus tu t'interroges sur ce que tu as eu l'occasion de faire avant de prendre conscience de certaines choses. Mais bon, je suis une personne qui se remet souvent en question, donc c'est peut-être aussi inhérent à mon caractère, mais oui, oui. Parce que pour moi, le plus gros challenge de la parentalité, c'est la patience. Après, sous différentes formes, ça se manifeste de façon différente. Mais c'est acquérir suffisamment de patience pour réussir à faire passer les bons messages. Acquérir suffisamment de patience pour ne pas trop rapidement basculer dans le désespoir quand certaines attitudes ne nous vont pas. Acquérir suffisamment de patience pour accepter aussi que aujourd'hui, j'ai pas eu le courage et la force. J'avais pas l'envie de lui dire je t'aime, je suis fière. C'est être patient vers soi aussi avec son enfant. Et patience s'englobe pour moi, en tant que parent, tout ça. Et oui, parce que c'est d'ailleurs la première chose sur laquelle je travaille. Tu penses à quel moment on peut se dire j'ai donné une bonne éducation à mes enfants, sachant qu'on les éduque pendant très 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 longtemps? On n'a pas fini. Voilà, c'est le à quel moment. C'est à quel moment on peut s'asseoir, comme nous deux là, et se dire ça va, j'ai accompli ma mission. Quand on est sans sécurité, ça veut dire pas avant qu'ils soient adultes. Quand beaucoup de certains travers aussi qu'on peut, en tant que parent peut développer, c'est souvent sous fond d'inquiétude. Et je crois que arriver au bout d'un certain stade à se dire, à regarder son enfant qui aura rejeté une partie de ce qu'on lui aura donné, qui aura fait sa sauce avec une autre partie et qui aura totalement reproduit certaines d'autres choses, mais pouvoir le regarder et ne plus avoir peur. Se dire, là, c'est bon. Il est heureux, il ou elle assume, il fait... J'ai réussi à lui transmettre ça, à lui donner tout ce que je pouvais pour que lui, à son tour, en tant qu'adulte, puisse faire de son mieux. Mais ça aussi, c'est a posteriori. Et ce serait quoi le meilleur conseil que tu aurais donné à Poupousse au moment de toutes ces réflexions, de savoir est-ce qu'elle emprunte le bon chemin, est-ce qu'elle fait bien d'arrêter les activités familiales? Quelles sont les meilleures armes que tu aies pu lui donner pour qu'elle puisse y aller sans forcément solliciter sa grande sœur? Ne laisse pas la peur guider tes choix. C'est normal d'avoir peur, mais c'est pas normal que la peur soit décisionnaire. C'est ce que tu lui aurais dit. Tu sais, nous, on termine toujours par cette fameuse phrase, cette définition qui est propre à tout un chacun. C'est quoi, pour toi, Maud, ta définition de la réussite? Être aligné, être en harmonie, ne plus être dans la contorsion. Tu réussis quand, à mes yeux, quand tu es heureux. Mais en fait, être heureux, c'est cocher suffisamment de cases qui répondent à nos valeurs, à notre harmonie, à notre équilibre propre, pas ce que l'autre attend de moi, ce qui, moi, me rend heureuse. Être alignée avec celle que je veux être. En tout cas, j'ai l'impression que toi, tu l'es. Donc, du coup, est-ce que tu es heureuse, Maud? Oui.
Mais, Guéric, je suis une bavarde, je t'avais dit moi aussi. Ben, ça fluctue. Peut-être que dans, tu vois, plusieurs années, parce qu'on évolue, l'être humain évolue. Oui, je suis heureuse, et c'est pour ça que c'est important d'accepter. Je te disais au début, accepter toutes les modes. Ben, elle était heureuse à ce moment-là, et au bout d'un moment, Elle a été il moins. manquait un truc. Eh ben, on y va, et on y va. Accepter ça. Être aligné. Merci, Maud. C'est moi, avec plaisir.